Bonjour, alors aujourd'hui on va s'intéresser au Bitcoin, hein. Le Bitcoin est mort, vive le Bitcoin. Pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir toujours des performances intéressantes avec l'or numérique? On va voir aussi sa relation avec l'or et sa relation avec les marchés institutionnels et le Nasdaq notamment. À quel point on peut s'attendre à des futures progressions ou pas, ou des corrélations avec les marchés traditionnels. On va voir ça sur la crypto. Donc, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va commencer par quelques graphiques avant de voir les stats, notamment sur la création, hein, de Bitcoin et l'inflation. Donc, on a depuis 2009, ici le graphe où on voit la progression du nombre de Bitcoin qui tend vers les 21 millions et l'inflation, ou plutôt la déflation pour le coup, avec une baisse énorme parce que justement on a de moins en moins de création de Bitcoin, hein. On a le halving qui, alors plus ou moins tous les 4 ans dernièrement, diminuait par 2 la récompense offerte aux mineurs, hein, en Bitcoin. Donc on a une création de Bitcoin qui est de plus en plus faible. C'est pour ça qu'on peut aussi le comparer à l'or, l'or physique, parce que quand on a commencé un peu le minage d'or dans les années, pendant la ruée vers l'or, notamment en 1850 environ, on minait énormément d'or. On avait des pépites, on avait des gros niveaux en termes de quantité. Et petit à petit, vu qu'on en a miné de plus en plus, on en a de moins en moins. Et aujourd'hui, on est obligé d'avoir des paillettes ou des toutes petites quantités et d'utiliser des machines pour le minage d'or physique. Des machines qui coûtent extrêmement cher. Alors la différence, c'est que le prix de l'or, évidemment, a énormément monté, ce qui compense. Et on a la même chose finalement sur l'or numérique, c'est-à-dire le Bitcoin, avec une quantité finie où on a un minage de plus en plus faible. Et donc une corrélation finalement avec ce qui s'est passé sur le prix de l'or et les moyens mis en œuvre pour l'extraire, pour le miner. On peut voir aussi, donc là c'est le nombre de Bitcoin en circulation, mais c'est le même graphique qu'on vient de voir, hein, plus ou moins, avec l'augmentation qui va se faire de plus en plus faiblement pour arriver, hein, ces prochaines années quasiment à ne plus bouger. On a également les nombres de distributeurs automatiques de Bitcoin, hein, qui a fait son apparition il y a quelques années. On voit que c'est quand même largement aux États-Unis, notamment, hein, un peu au Canada, mais avec près de 28 000 distributeurs. Et dans les autres pays, c'est quand même assez peu développé. Alors c'était il y a un an environ. On a la suite ici avec, on le voit, le Japon seulement à 3. La France, elle est où? Elle est ici avec 17. Alors ça a augmenté un peu depuis, mais c'est quand même une dominance au niveau du nord-américaine. Et ce qu'on peut voir, avant de voir les deux derniers graphiques, on va voir le Bitcoin. Alors là, en année, on va y revenir après, on va revenir en journalier. On connaît, hein, la grosse progression en 2024, on était environ à 40 000 euros, on finit à plus de 100 000 euros. Avant de voir un peu ce qu'on peut faire au niveau technique en court terme, on va reparler du long terme et des progressions qui sont passées ces dernières années. Donc on va se mettre en annuel et on va voir les progressions. Alors ici sur le Bitcoin, vu la progression qu'il a connue ces dernières années, le graphe est évidemment écrasé sur les premières années où les différences étaient très faibles. Donc on peut se dire que finalement, si on voit ce graphe, la progression ici, elle est énorme et exponentielle ces dernières années. Alors oui et non, en termes d'absolu, oui, mais en termes de relatif, pas tellement, parce qu'on va le voir, l'année 2024, elle est ici, on fait 120%. Donc on fait un peu plus du double d'augmentation, hein. On le voit ici, le Bitcoin, il a commencé à 42 259 et il a fini à 93 386.
avec un plus haut à 108 000. Donc on fait 120%, on fait un peu plus de x2. Qu'est-ce qui s'est passé les années précédentes? Alors je vous ai mis quelques années, notamment ici en 2020, on a fait 300%. On a fait beaucoup mieux. En 2017, on a fait 1337%. Donc là, c'était vraiment exceptionnel. Et on voit que sur les petits graphes ici qui sont à peine visibles, et notamment celui-ci en 2013. En 2013, on commence à 13 $, on finit à 805 $. Ça fait 6000% environ d'augmentation. Plus 6000%. Donc là, pour le coup, avec cette création de Bitcoin qui était énorme par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, on pouvait véritablement devenir riche en minant ou en achetant du Bitcoin. Aujourd'hui, on peut plus devenir riche en utilisant le Bitcoin. On peut s'enrichir avec le Bitcoin, mais on peut pas avoir un décalage tellement important en mettant une petite somme et en retirant une somme astronomique. Pourquoi? Parce qu'on a justement cette baisse de la production et aussi les institutionnels, donc c'est-à-dire un peu tout, les gros financiers et les particuliers qui s'y sont mis. Donc on a une présence et une diversification en termes de différentes personnes sur le Bitcoin qui fait que la volatilité va forcément s'amenuiser avec les temps, parce que plus on a une masse monétaire comme ça importante, plus la difficulté d'avoir une volatilité va être grande, ce qui n'était pas le cas sur les premières années, forcément, où le Bitcoin était extrêmement volatile. On va le voir sur les graphes, et notamment les graphes de corrélation, où on voit ici, par exemple, entre 2020 et 2025, la corrélation avec le Nasdaq notamment. On a les deux graphes, Bitcoin et Nasdaq. Le Bitcoin en jaune ici et le Nasdaq en violet. Et on voit qu'ils sont assez quand même assez proches. Et puis on a des graphes un peu plus poussés, notamment ici, sur 10 ans, avec des niveaux de corrélation qui sont plus forts ici en rouge et puis un peu moins forts vers le bleu. Alors déjà, on voit que le Bitcoin quand même suit plus ou moins la hausse et les baisses du Nasdaq. Et puis après, c'est les intensités qui vont être intéressantes et voir notamment les fortes corrélations. Et on voit aussi quand on a fait ces dernières années où on avait l'ouverture du Nasdaq avec des fortes progressions ou des fortes baisses, on avait au même moment, aux mêmes minutes, ces mêmes mouvements qui se répétaient sur le Bitcoin. On a eu notamment en 2024, c'était janvier 2024, donc il y a un an, l'adoption des ETF, donc des produits, des produits dérivés qui répliquent le cours du Bitcoin. C'est-à-dire qu'on avait besoin que les institutionnels achètent énormément de Bitcoin pour proposer ces produits. Et forcément, ça va limiter un peu la différence et le fait que le Bitcoin puisse un peu agir sans les marchés traditionnels. Donc on a véritablement une grosse corrélation et on le voit ici, et notamment avec la politique monétaire, notamment quand elle agit sur la masse monétaire et le prix de l'argent, et que les marchés ont bougé avec ça, le Bitcoin a subi un peu les mêmes mouvements. Donc oui, le Bitcoin aujourd'hui est énormément corrélé au marché traditionnel et au Nasdaq, ce qui fait qu'on ne pourrait plus avoir des envolées stratosphériques comme on a eu ces dernières années. D'une part, du fait de la masse monétaire qu'il représente, qui est énorme, de la faible progression à venir sur la quantité de Bitcoin générée, parce que le Bitcoin est de moins en moins, on l'a vu sur les graphes, de moins en moins produit. Et ça va continuer à être de plus en plus bas, donc les 20-21 millions, je crois, le maximum, font que on a fait déjà ces dernières années la quasi-totalité de production de Bitcoin. Alors, est-ce qu'on peut toujours évidemment jouer cet actif numérique? Évidemment, mais il faut plus s'attendre à des 1000% comme ça en année.
il faut plutôt s'attendre à des progressions un peu comme l'or, finalement. Alors sur plusieurs années, ça peut être très intéressant, sur plusieurs mois aussi, mais on n'aura pas de statistiques hallucinantes comme on a pu avoir avant 2020 notamment. Maintenant sur le court terme, et sur une analyse technique un peu plus classique, on peut voir depuis l'élection de Trump, notamment ici au mois de novembre, où le Bitcoin a fortement progressé et allé chercher son record. On a eu pas mal de prises de bénéfices sur les 100 000 environ, un peu plus. On est allé taper les 108 000. On est en phase de consolidation. Et on pourrait aussi voir une épaule tête-épaule, hein, une épaule ici sur les 99 758, la tête sur le plus haut sur les 108 000, une nouvelle épaule quasiment au même niveau, hein, un peu plus haut là sur les 102 000. Si on va casser la ligne de coup sur les rachats avant les 88 000, hein, c'est environ sur les 91 000, on le voit ici, on a pas mal de rachats. Sur cette zone-là, notamment le 26 novembre, on a frôlé le 5 décembre, on l'a frôlé le 20 décembre, on l'a touché le 30 décembre, on le refrôle encore également le 8 janvier. Donc on voit que cette ligne-là pour l'instant tient, mais pourrait casser et nous amener déjà sur le premier niveau des 88 000, voire en dessous pour une correction un peu plus forte. Ce qui serait pas anormal, hein, vu la progression et surtout la forte progression qu'on a connue assez rapidement depuis notamment le mois de novembre et l'élection de Trump. Donc, comme un peu tous les actifs traditionnels, puisque c'est le cas maintenant, hein, le Bitcoin se comporte comme un actif un peu traditionnel parce qu'il est, investi par tout le monde, les institutionnels, les particuliers aussi, mais une grande diversité de personnes et d'acteurs, ce qui fait que finalement le Bitcoin n'est plus trop comme ce qu'il était auparavant, avec des fortes progressions un peu des fois erratiques, et il se comporte vraiment finalement comme un actif traditionnel et comme une action. Donc le retour peut-être ici sur la moyenne à 200, ou le temps que mettre notamment la moyenne à 200 pour remonter vers le cours, ça nous donnera peut-être un temps de consolidation sur le Bitcoin, c'est-à-dire plusieurs semaines, peut-être, pour, on le voit, hop, que cette moyenne ici remonte sur les 88. On le voit ici, on serait on serait seulement au mois de février, peut-être un peu plus tard, au mois de mars. Ou alors, si on a une consolidation un peu plus forte, un peu plus rapide, on la retrouverait, hein, avant, si le Bitcoin revient vers les 73 000. Donc, c'est probablement ça, hein, le fait d'attendre un peu à court terme. Si on n'est pas en DCA ou en long terme sur le Bitcoin et qu'on veut jouer un peu cette valeur dans les semaines ou dans les mois à venir, plutôt attendre, parce que là, on a peut-être une phase de conso. Et on préférait éventuellement avoir une phase un peu plus longue, parce que ce qu'on a eu dernièrement ici, notamment mois de mars 2024 et mois d'octobre-novembre 2024, donc plus de 6 mois, hein, plus la consolidation va être longue et la sortie va se faire sur des niveaux clés, parce que là on l'avait bien vu, entre les deux obliques blanches, on avait le canal haussier bien identifié. Quand ça pète, évidemment, ça pète assez fort. Si on a des consos qui durent que quelques semaines, la cassure risque de ne pas être si forte et aussi importante. Donc, à court terme, on sera plutôt patient sur le Bitcoin et on recherchera plutôt un prix un peu plus bas ces prochaines semaines, parce que là, le prix est un peu haut. On le voit qu'on a une différence avec les moyennes les plus longues quand même assez importante. On est à 30% de la moyenne à 200. Donc plutôt en observation sur le Bitcoin à court terme, pour revoir aussi la MACD un peu plus basse, parce que là on est à peine revenu sur la ligne des zéros, donc on mérite encore de la correction. Et
Et voilà, donc on a aussi tous ces ETF, hein, toutes ces banques, toutes ces nouvelles entreprises qui font à la fois du minage et de l'achat de Bitcoin. On pense à MicroStrategy, donc ce qui peut soutenir évidemment le cours, mais comme d'habitude, hein, le cours peut être amené aussi à consolider pendant pas mal de temps. Donc, être plutôt prudent et réactif sur le fait qu'on peut avoir certainement du Bitcoin un peu moins cher peut-être à court terme, mais sur le moyen long terme avec ces ETF, avec ces entreprises. Le DCA s'entend évidemment, hein, c'est-à-dire acheter du Bitcoin plus ou moins régulièrement sans jouer le court terme ou jouer le long terme sur la valeur, oui, comme on peut jouer sur la valeur, sur l'or par exemple. Donc on ne jouera pas les micro-mouvements. Les 100 000 seront certainement dépassés. Maintenant, la question c'est quand. C'est toujours plus compliqué de répondre à cette question, mais il y a de grandes chances quand même, du fait qu'on ait ces achats massifs, hein, un peu de la part de tout le monde, des banques centrales aussi, pas les banques centrales, mais des États, et de beaucoup d'États, hein, et des entreprises, des grosses entreprises qui accumulent et qui achètent et qui minent du Bitcoin. On va certainement soutenir le cours. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'effondrement, hein, sous les niveaux, notamment les 60 000 a priori, ces prochains mois. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous êtes acheteur en Bitcoin, si vous êtes long terme ou si vous êtes plutôt dans une optique court terme à faire du trading sur le Bitcoin. Et si vous avez des questions, j'y répondrai. Bon trade, à plus.